Avec notre 8e jour à Cannes pour un sommaire pas mal japonais, puisqu'on va parler d'abord en ouverture de Coco du réalisateur japonais d'origine coréenne Lee Sang-il. On va terminer avec un film d'animation, le seul Morgane qu'on a pu voir à Cannes, Planète de Momoko Seto. Et entre les deux, il y aura 2 films de la compétition, Romeria de la réalisatrice espagnole Carla Simón, qui avait gagné l'Ours d'Or à Berlin pour son précédent film, et le film d'un réalisateur, en tout cas que moi je ne connaissais pas, je pense qu'on peut dire que c'est un quasi inconnu pour beaucoup d'entre nous, History of Sound du réalisateur sud-africain Oliver Hermanus. Bref, quoi qu'il en soit, on commence avec Coco de Lee Sang-il. Alors c'est le film, je crois, Morgane, le plus long qu'on a vu à Cannes. On a hésité, on y est finalement allé. Le film dure 3 heures. C'est le 2e film le plus long du festival d'ailleurs, c'est ça. Donc, Coco, pour un petit peu le présenter, c'est un film qui est donc c'est une adaptation d'un roman. Je suis désolé, je ne me rappelle plus de l'auteur. Oui, je crois que je t'en avais parlé. C'est possible. Ouais. Mais le roman, en tout cas japonais, donc n'a pas été. Mais je crois que c'est un auteur très connu en fait. Mais en tout cas, le roman n'a pas été traduit en français. Il n'est pas encore sorti en France. Parce que j'avais cherché, je voulais le lire avant de voir Coco. C'est un des films qui m'intéressait le plus à Cannes. Et en l'occurrence, je n'ai pas pu. Peut-être que la sortie du film en salle fera que il y aura une sortie de l'édition du bouquin, quoi. J'en suis convaincu. En tout cas, c'est l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est. Surtout qu'en France, il va s'appeler Le Maître du Kabuki. Hein. C'est vrai. Ouais, il a son titre qui est différent. Mais du coup, ça. Pour le coup, c'est pas éloigné de ce que raconte le film, quoi, si tu veux. Et d'un côté, je comprends parce que c'est peut-être plus vendeur que Coco. En tout cas, dans l'histoire, c'est complètement accidentel, mais ça m'a un peu rappelé le genre d'histoire façon Mémoire d'une geisha. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un dans un cadre très strict où il est très très dur de se faire une place, qui est très doué dans ce qu'il ou elle fait, alors que il part avec une base dans la vie qui est très très compliquée. Donc Mémoire d'une geisha, c'était un peu ça. Et là, dans Kokuo, donc en fait la base de vie compliquée, c'est que le personnage principal qui se destine à devenir le plus grand acteur de kabuki du Japon a 2 soucis, disons, pour arriver à ses fins. La première, c'est que il n'est pas descendant en ligne directe d'acteurs de kabuki, ce qui fait qu'il peut être reconnu par ses pairs, mais pas jusqu'au point d'avoir une carrière à la mesure de son art. De devenir un trésor national, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un trésor national. Ça me fait marrer, c'est le titre qui existe au Japon. Hein. C'est une folie. Et en plus de ça... il vient d'une famille de Yakuza, puisque son père a été assassiné, et lui-même a un énorme tatouage, on le voit au début du film, voilà, d'un hibou dans le dos. Qui n'oublie pas ses dettes, et parce qu'il veut se venger de la mort de ce qu'on ne verra pas dans le film d'ailleurs. Ce qui au Japon est considéré comme étant très subversif. Je rappelle qu'à l'heure actuelle au Japon, si on a des tatouages par exemple, on ne peut pas aller dans 95% des bains publics. Il y a des activités qui sont interdites aux tatoués, peu importe leur origine. Donc voilà, le tatouage au Japon, c'est à la fois un art traditionnel et à la fois quelque chose qui a une connotation extrêmement négative au point de ne pas pouvoir exercer son emploi. Ouais, c'est ça. Alors moi je connaissais mal Lee Sang-il parce qu'en fait c'est un cinéaste quand même qui est pas connu en France parce que tous ces films ne sont pas sortis. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui est sorti en salle au moins. C'est vrai. Et c'est un cinéaste qui fait quand même du cinéma depuis la fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est quand même il a du métier. Du background, c'est ça que je cherchais. Ouais. Et c'est un cinéaste notamment qui s'est fait connaître au Japon. Il a eu un certain succès avec un remake de Impitoyable de Clint Eastwood avec Ken Watanabe.
Vous savez, c'est le grand acteur japonais qui a fait quand même pas mal de films américains, notamment justement un film de Clint Eastwood, je crois qu'il est dans Les Lettres d'Iwo Jima, et Ken Watanabe, il est dans le film d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est lui qui fait le maître qui enseigne le kabuki. Donc le film ne l'a pas précisé, mais du coup il va recevoir des enseignements, mais il sera en rivalité avec le fils légitime, on va dire, parce que il le considère aussi un peu comme son fils, le Kikuo d'ailleurs il s'appelle, mais Shunsuke, donc le fils direct, le descendant du grand maître kabuki, donc j'ai oublié le nom, mais Anjiro, c'est ça, est prédestiné à prendre la suite, mais évidemment il va être en concurrence avec Kiko qui est peut-être plus talentueux que lui, et ça va créer des tensions. Donc ouais, même si la manière dont la tension est dépeinte dans Coco entre ces deux rivaux, elle est bien parce qu'elle est complexe, c'est-à-dire qu'il y a du rabibochage, il y a l'éloignement de la distance, c'est jamais sur le même plan. On est dans une fresque quasiment feuilleton en fait. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de choses qui se passent sur 3 heures. Pour le coup, le film il dure 3 heures et t'en as pour ton portefeuille, c'est-à-dire qu'il y a énormément de ramifications scénaristiques qui aboutissent à d'autres ramifications. Enfin, c'est assez énorme. Le film est en 2 parties d'ailleurs, on va dire, parce que c'est pas des vraies 2 parties, mais on peut dire qu'il y a le moment où il y a le rise, et ensuite il y a le fall, et en plus et à la fin il y a un petit épilogue de rise. Voilà, mais c'est assez classique en soi dans ce que ça raconte. C'est un film classique de bonne facture. On voit que Lee Sang-il sait filmer, qu'il maîtrise sa technique, il est plutôt plutôt doué. Mais je parlais vraiment dans l'idée de la fresque en fait, où ça passe un peu par tout ce qu'on attend d'une fresque qui parle des difficultés à parvenir à atteindre ses rêves, et que tu y l'atteins, mais en fait comme tu as des traditions qui sont débiles au Japon, du coup désolé pour le Japon, mais bon, il y a vraiment franchement c'est pas très glorieux, du coup tu tombes, mais dans d'autres films américains par exemple ça pourrait être la drogue ou autre chose, parce que chaque c'est pays, vrai que c'est souvent ce genre là, la drogue, voilà, et ou l'alcool, ou quelqu'un qui décède et du coup il tombe dans une dépression, et là c'est ça en fait, c'est plus lié à la société japonaise, donc c'est pas mal aussi ça. Du coup c'est une spécificité du film parce que ça parle vraiment de son pays, mais voilà, ça reste assez classique. La deuxième partie elle est un peu plus comme c'est le fall, généralement le fall c'est dans les films, c'est toujours le moment un peu le film enchaîne des moments où le personnage est pas bien, il est triste, ça tâtonne en fait, et le film en lui-même tâtonne, mais toi tu vas continuer je pense là-dessus. Je trouve que le film, la force du film, c'est quand même la manière dont il met en scène les spectacles de kabuki qui sont très importants dans le film, parce que en fait, magnifique. Déjà c'est magnifique, le film en plus donne les titres des différents spectacles avec une petite explication, c'est ça, et ça c'est vraiment pratique bien pour les occidentaux. Je sais pas Morgane si ce sera le cas pour quand le film sortira au Japon, mais en tout cas pour nous occidentaux c'était franchement salutaire et même bienvenu, parce que ça permettait aussi ces petites explications, d'un peu mieux comprendre le kabuki, d'un peu mieux en comprendre ses enjeux, de comprendre aussi ce que ça raconte et comment c'est un art traditionnel, c'est-à-dire que au final ce sont souvent les mêmes pièces qui reviennent, et d'ailleurs un peu comme un opéra en fait. Voilà, exactement, et ça aussi c'est une chose que j'aime bien, c'est que non seulement il filme le kabuki, mais même si la pièce a lieu 2 fois avec 2 acteurs différents, je n'en dis pas plus, il va quand même la refilmer et on va pouvoir voir les changements, les petites subtilités, les subtilités, les différences d'interprétation, et surtout comment elles se jouent en fonction de l'état émotionnel et psychologique de l'acteur en question. Il prend vraiment son temps à ce niveau-là, et j'ai trouvé ça très fort. C'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Voilà, moi je pense qu'on peut en terminer avec ce film. On va passer au film suivant, donc c'était Romeria. Alors, juste avant, Morgane, excuse-moi, tu voulais rajouter un truc. Oui, c'est que j'ai retrouvé le nom du roman, donc effectivement le roman s'appelle aussi Coco, il n'a pas encore été traduit en français, et c'est de l'auteur japonais Shuichi Yoshida. Voilà. Merci Julie, notre fact-checkeuse. Et donc Romeria de Carla Simone, qui lui était en compétition, le précédent c'était la quinzaine. Vous aurez remarqué qu'on a fait beaucoup, surtout la quinzaine et la compétition. On a fait ce qu'on a pu. On peut pas, la semaine de la critique malheureusement on n'a pas pu voir beaucoup de choses. La Cine on n'a rien vu, c'est triste, mais c'est compliqué de tout voir. D'ailleurs quelqu'un nous avait dit, on ne le citera pas, que apparemment la CID c'était parmi, vous le saurez, parmi les séances du festival les plus compliquées à obtenir.
Ah oui, c'est vrai, possible. Mais c'est surtout, je pense, cette année, elle a une très bonne sélection. En tout cas, l'acide, elle faisait très envie. On rattrapera tout ça plus tard. Donc, Carla Simone, réalisatrice qui réalise son 3e long métrage. Elle avait fait Été 93 en 2019, je crois, inspiré déjà de sa vie et de celle de ses parents, dont on va spécifier, enfin, on va raconter un peu les spécificités juste après, qui avait eu un prix du meilleur premier film, l'équivalent de la Caméra d'Or à Berlin. Et elle avait gagné l'Ours d'Or, donc à Berlin aussi, il y a 3 ans, pour Nos Soleils, ou Alcaraz dans son nom titre original. En tout cas, nous, Romeria, Morgane, toi et moi, c'est le premier film que nous voyons de Carla Simone. On ne connaissait pas son cinéma. C'est ça. Et ça s'appelle donc Romeria, ce qui veut dire pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec Romer. Non. et pour expliquer, parce que étant moi-même d'origine espagnole, donc j'en ai demandé à ma mère, que je salue si elle m'écoute. Qui est espagnole. Voilà, parce que bon, en sortant du film, je vous cache pas que on s'est posé la question avec Morgane, mais enfin, pourquoi ça s'appelle Romeria On n'a pas compris le lien avec le titre. Et donc, je lis ce qu'elle m'a dit, la Romeria, c'est un défilé religieux pendant les fêtes de Pâques ou autres en Espagne. Voilà. D'où le titre, parce qu'on voit cette fête à un moment donné. C'est ça. Ça nous est pas dit que c'est la fête de la Romeria, voilà, mais en fait. C'est la Romeria. Excuse-moi, Julie fera la fact-checkeuse espagnole aussi. Mais voilà, donc le film c'est également un film autobiographique, du moins, enfin semi-autobiographique, parce que ça reste romancé. C'est l'histoire en fait de ses parents qui sont décédés du sida quand elle avait 3 et 6 ans. Et en fait elle revient à travers son avatar qui s'appelle Marina sur les terres en fait où ils se sont rencontrés, où ils se sont aimés, où ils l'ont conçu aussi dans les années 80. Donc c'est en Galice, à Vigo, une ville côtière en face de l'océan Atlantique qui est très très belle, hein. Le cadre est magnifique, est superbe. Et c'est pas quelque chose, enfin je sais pas toi, mais moi bon, on commence quand même à en avoir vu un certain paquet de films, Morgane. Déjà c'était une région que moi-même étant en Espagne je ne connaissais pas, mais c'était une région que je n'avais jamais vue au cinéma. C'est ça, et puis c'est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans les films qui se passent en Galice, c'est-à-dire les champs, les plaines, ils montent le côté plaine, les collines, là, c'est vraiment la cambrousse, la côte, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en fait pour savoir le personnage donc revient en fait dans cet endroit parce qu'en fait elle n'a pas grandi là-bas, donc ses parents elle revient à sa majorité. Ses parents sont décédés quand elle était jeune, mais surtout ses parents se sont séparés et elle a vécu avec sa mère qui est morte du sida quand elle était très jeune, et son père lui était resté en Galice. Bon, je vais pas trop dévoiler parce que le film il y a un mystère. C'est ça. En fait Romeria, Morgane, c'est un petit peu un jeu de pistes de la part du personnage principal. Ouais. Voilà, intimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de ludique ou de fun ou autre. On n'est pas non plus dans quelque chose de plombant. On est plutôt dans un registre qui se rapproche, on va dire, de la curiosité sincère de comprendre ses origines, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça c'est un film sur la généalogie, voilà. et sur aussi c'est une forme de journal intime, parce que le film se base sur un journal qu'elle a retrouvé de sa mère où elle raconte son histoire avec son père, et en même temps le film adopte une forme de journal, puisque chaque partie du film c'est une journée et avec une question qui est posée, et elle a sa caméra qu'elle trimballe avec elle, elle filme des images. Voilà, désolé, en tout cas, non, c'est normal. En tout cas, ce que je voulais dire juste, c'est que les questions de son enquête, parce que c'est une enquête, se basent sur, disons, 2 registres. C'est-à-dire qu'il y a les questions, on va dire, relativement classiques, comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés, et les questions de l'ordre de l'anecdotique. En tout cas, anecdotique, je le dis pas du tout dans un sens négatif, mais juste pour essayer de reconstituer dans sa tête une image de ses parents qu'elle n'a pas pu connaître. Éventuellement, je vais dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à tel endroit ? Est-ce qu'à telle année, ils étaient là ou est-ce qu'ils étaient ailleurs ? Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Comment ils interagissaient avec leur famille ? Enfin, vraiment, la moindre petite question qui peut sembler la plus banale qui soit, mais tout ça pour essayer de reconstituer ses géniteurs. Ses souvenirs aussi, qui ne sont pas les siens en fait, mais qui sont ceux des gens qu'elle rencontre. D'ailleurs, il y en a qui disent des trucs, mais en fait, ce n'était pas vrai parce qu'ils n'étaient pas présents, mais on leur a dit. Par exemple, ils disaient ils habitaient là, mais en fait, ils n'habitaient pas là. Donc c'est aussi un film c'est un film qui parle du souvenir. Voilà, du souvenir, de la mémoire, de comment aussi on n'est pas forcément, et ça c'est finalement ce qui est un petit peu marrant, le film le montre, mais comment on croit avoir vu des choses et on ne les a pas vues, ou on croit les avoir vécues, on ne les a pas vécues. Enfin, c'est vraiment un film qui
sans le remettre en cause, mais il me dit bien que parfois, quand on témoigne et quand on est, comment dire, sûr de sa sincérité à propos de ce qu'on relate, en fait, on n'est pas forcément dans la vérité. Et c'est comme ça un film qui parle aussi de ce que c'est la vérité, de ce que c'est que des gens qui ont vécu, de comment tout ça s'est passé, quoi. Et c'est un film qui réfléchit à sa propre forme, parce qu'en lui-même c'est un film semi-autobiographique qui introduit des éléments qui sont réels et d'autres qui ne sont pas réels. Mais en même temps, est-ce que c'était réel, parce que elle n'a que des souvenirs en fait de tout ça, qu'elle a pu récupérer, Carla Simone, via sa famille, les journaux intimes, les photos, et du coup elle recompose toute cette histoire. Et le film en lui-même, au bout des 2 tiers, quitte cette forme de journal intime pour être dans une espèce d'échappée un peu onirique. Et à la fois aussi flashback, où elle imagine ses parents qui sont joués par le personnage principal, Marina, qui en fait joue sa mère aussi dans ces souvenirs là, et son cousin, elle refait en fait toute l'histoire d'amour, etc., pendant une bonne demi-heure, je dirais. C'est à la fois une partie de belle, mais je pense aussi qu'il peut-être est un peu trop en contraste avec le reste. Mais moi, le film m'a touché, je trouve que c'est un film très émouvant, et notamment sur ce que ça raconte aussi de la famille espagnole, des tabous, les personnages, des grands-parents très espagnol, sont assez, je peux le dire. sont assez orduriers, d'autant plus qu'ils sont bourgeois, donc bien sûr. Et il y a un secret en fait dans le film qui a fini par trouver, donc je vais pas le dire, mais c'est assez beau. Et puis il y a une belle scène où elle suit un chat, et en fait c'est cette séquence qui va amener en fait le film à tomber dans le caractère onirique. C'est une sorte de passeur en fait vers le monde des rêves. Il y a un côté un conte, et c'est une très belle scène aussi, je trouve. Le film est réussi, je trouve que je n'attendais pas grand chose, que je connaissais pas du tout son cinéma, mais je trouve que c'est dans la veine mélodrame intimiste, je trouve que c'est quand même une belle proposition. Ouais, moi de mon côté, j'avoue quand même, pour conclure, que j'ai vu des belles choses comme toi, mais je suis un petit peu plus mitigé. Enfin, c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on n'explique pas des ressentis, mais je peux quand même le décrire. C'est que si j'ai trouvé les idées belles, et moi, contrairement à beaucoup, en fait, j'ai préféré la séquence onirique de la fin, parce que j'ai trouvé qu'il y avait parmi les plus belles images érotiques du Festival de Cannes. En fait, tout le début, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça un petit peu laborieux. Pour comprendre ce qui se passe, etc., l'image, ça prend du temps. En fait, j'ai trouvé la forme à la limite d'être rebutante. Je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y en a qui seront forcément plus touchés. C'est une question vraiment de pur ressenti. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai à peine apprécié le film, et pour lesquelles il m'a pas tellement marqué, en tout cas à ce niveau-là. C'est que d'un autre côté, je lui reconnais d'essayer à Romeria de faire des choses différentes, de pas tomber dans le mélo ni le drame, et c'est tout à son honneur. Et d'un autre, et c'est pas très gentil, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais préféré cette histoire lire en livre plutôt que la voir en film, parce que en film j'ai pas l'impression que ça m'a apporté grand chose de plus, mais bien évidemment mon avis est totalement discutable. Juste encore une fois, j'ai pas été touché, quoi. Très discutable ton avis. Merci hein. Non, mais on va pas se battre. On arrête Aria Caméra maintenant. Non, et on passe c'est marrant parce que c'est très curieux que ce film ait été présenté en même temps que History of Sound, parce que finalement c'est deux films qui sont assez similaires. Alors l'un c'est le souvenir via l'image, et là c'est ou l'écrit, parce qu'il y a le journal aussi, et les témoignages, et l'autre c'est les souvenirs sur l'élément sonore, l'enregistrement. C'est History of Sound de Oliver Hermanus, aussi un cinéaste donc on ne connaissait pas le cinéma. Je me souviens de la sortie de Vivre, le remake du film de Kurosawa, que beaucoup n'ont pas aimé, je crois. J'ai plus le nom, l'acteur anglais super connu, enfin bref, qui avait eu une espèce. Mais oui, c'est ce film-là. Oh punaise. Qui avait l'air quand même très guimauve. Hein, ça avait l'air d'être un peu une croûte. Et History of Sound, c'est un peu la même chose. Désolé. Ouais, non, mais c'est le film dont on se demande, j'en sais rien parce que ça fait un petit peu mesquin, Morgane, dont on se demande s'il n'a pas été. Non, mais s'il n'a pas été en compétition à cause de son casting, c'est-à-dire casting, c'est non, mais je dis à cause parce que le film est pas bien. Oui, donc sinon j'aurais dit grâce, tu vois. Pour rigoler. Mais voilà, il y a Paul Mescal, il y a Josh O'Connor. Une histoire d'amour entre les deux. On se dit c'est super, ça fait très envie. Mais j'ai vu les gens s'ambiancer sur les réseaux sociaux, genre on va aller voir Nicky et tout. Eh non. Oui, alors tu ne devrais pas parler comme ça, on est dans un podcast, Morgane. Mais non, mais c'est vrai, tout le monde se disait on va avoir alors je vais le dire de manière plus fleurie, on va assister à des belles scènes d'amour entre Paul Mescal et d'érotisme,
voilà, d'échanges entre Paul Mescal et Josh O'Connor. Il y en a un peu, il y en a pas beaucoup. Et alors, bon, il y a moi, quasiment rien. Je vais dire quelque très chose. fleur bleue, voilà. le film, mais vraiment. C'est ça. Je vais dire quelque chose de gratuit, Morgane, mais moi j'ai toujours détesté voir des films LGBT qui montrent à peine un échange de 2-3 baisers. Alors, je dis pas ça par voyeurisme, etc. Mais voilà, je trouve pas ça. Correct dans ce genre de cinéma, ça m'énerve un peu, quoi. Comme s'il fallait cacher le fait que ce sont des histoires entre ou deux hommes ou deux femmes. C'est pas bien, quoi, parce que ça s'est souvent passé par le passé, c'est pas bien. Surtout que c'est une histoire de personnes qui se cachent, donc en fait. Mais c'est ça, et que le film les cache lui-même. Les cache eux-mêmes, ça fait bizarre. Non, mais c'est un peu horrible quand même, je trouve. Oui, effectivement, on peut reprocher au film de cacher cette histoire d'amour, alors que ce qu'on attend d'un film LGBT, c'est aussi peut-être de montrer que ça existe, ouais, tout ça simplement. Existe. Mais après, j'ai l'impression aussi que peut-être le projet d'Olivier Hermanus, c'était peut-être de faire ces films un peu de faire du classique, de faire ces films à l'eau de rose des années 90, 2000, je pense. Aux patients anglais, des trucs comme ça. Y en a encore, qui ont c'était moins chaste. Voilà, il y en a qui ont comparé à James Ivory. Oui. Après, je suis désolé, mais je trouve que James Ivory a bien plus de talent en termes de mélo et en termes d'histoire que Hermanus avec ce qu'il a fait là dans The History of Sound. Oui, parce qu'après on va y venir. Il y a d'autres problèmes, mais voilà, je trouve que c'est le désir en fait de peut-être faire ce genre de film qui avait beaucoup lieu dans les années 90-2000 et de les remettre, mais au goût du jour. Enfin, d'en faire un film LGBT, mais voilà. Donc le problème du film aussi, c'est justement comme tu disais, formellement, c'est pas, l'image est pas horrible. Hein, c'est sûr. Mais on est sur de la croûte quand même. Mais ouais, le problème c'est que le film il a très peu de scènes marquantes, et ce qui fait très mal, c'est qu'il part d'une idée super géniale, c'est que le personnage principal joué par Paul Mescal, il est synesthète. Ouais, du coup il arrive à avoir des images en écoutant de la musique, il ressent la musique différemment en fait. Et c'est ça. Des synesthésies, pardon Morgane, mais juste pour un petit peu dire 2-3 mots là-dessus. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, il y en a de plusieurs sortes, ouais. Voilà. Et là, on est vraiment sur l'image, la couleur, enfin des choses comme ça. Quelque chose, donc une synesthésie qui se veut visuelle, chose qui n'est jamais montrée durant le film. Voilà, donc le film commence par, il se présente en fait dans une belle scène en fait avec une caméra bien sûr, au-dessus de l'eau, très bien celle-là. Et après ça raccorde sur l'enfant. Mais en fait le film, il n'en fait rien de ça, à part une espèce de moteur en fait, de prétexte pour créer la rencontre entre les deux personnages, parce que Josh O'Connor lui est un espèce de féru de composition, et il enregistre des musiques, des sons pour une université, et donc du coup la rencontre est justifiée par ça, mais ensuite le film ne fait pas grand chose de tout ça, que ce soit visuellement mais même narrativement. Je trouve que c'est très pauvre. Il y a certes l'échappée au bout d'un moment, parce que le film est 2 heures, mais il y a une échappée d'une 20aine de minutes je dirais, où ils sont tous les deux dans la forêt, dans le Maine, où ils vont enregistrer des gens du coin pour enregistrer leurs chansons, les chansons folkloriques, donc de la folk musique, et il y a ça, et ensuite après le film pendant 1h30, il traîne la patte en fait, comme un animal blessé. Et puis c'est très classique, c'est-à-dire que c'est un ventre en neuf sur le fait de rester au placard, avoir une histoire à côté, etc. Mais ça dit rien non plus à ce niveau, parce qu'on s'en doute que c'est ça, mais ça vient à la fin comme une révélation, et ça n'en est pas tout à fait une. Et en fait, le problème aussi de History of Sound, c'est que on veut nous parler du son. On veut nous parler d'une histoire d'amour, mais le film se raccroche quand même à un fil qui est ténu, qui est trop ténu, qui est que le personnage de Paul Mescal regrette toute sa vie, 6 mois, enfin même pas 6 mois en vrai, 2-3 mois qu'il a passé en compagnie de Josh O'Connor. C'est un peu compliqué d'adhérer à ça sur le plan sentimental, à moins d'être sur la même longueur d'onde, et ça prouve par extension que le film rate là où il prétend essayer d'atteindre une forme d'universalité, je dirais. Ouais, et puis quelque chose d'émouvant au fond. Et moi, si le film peut être émouvant sur le papier, je trouve ça touche pas, c'est un peu chiant. Enfin, ouais, on est tellement de s'intéresser par la forme et la narration que ça fonctionne plus, quoi. Et puis l'autre truc qu'il y a aussi, on en avait parlé Morgane, mais en tout cas moi je trouve, sans trop en dire, que ce qu'on voit à la fin
qui est au final, une fois que le personnage de Paul Mescal a vieilli, moi je pense que ça aurait dû être mis au début du film façon Titanic et que ça lui aurait donné un peu plus de souffle. Ouais, ou alors composer un film en fait sur les enregistrements qu'il a de Josh O'Connor. Exactement. Et que ça donne qui est le principal et intérêt du film, encore une fois. Ouais, et ce que en fait était un peu le film de Cara Simone avec le journal intime de la mère, et avec ça elle recompose aussi le souvenir. Enfin bref. On va pas demander au film d'être ce qu'il n'est pas, évidemment, mais c'est bien dommage, en tout cas. On termine avec ce 8e jour, avec un film, donc dans la semaine de la critique. C'est vrai qu'on en a vu qu'un d'ici là, mais jusque-là, c'était Ridland. Donc là, c'est Planète de Momoko Saito. Je sais pas, Morgan, s'il gardera ce titre, Planète d'ailleurs. Peut-être il changera lui aussi. Non, je pense que c'est le. Tu penses que c'est le défini ? C'est un film français. Hein. Ouais, mais tu vois, je me demandais par rapport au sujet, comme le titre anglais n'a rien à voir. Non, c'est une réalisatrice japonaise, mais qui est bilingue en fait, et qui vit en France et qui développe ce film depuis un bout de temps. C'est son premier film. Ouais, c'est produit par Miyu, qui avait fait notamment Linda veut du poulet, qui avait gagné le prix à Annecy, qui était très bien aussi, qui était passé d'ailleurs par la semaine de la critique également, ou l'Acide, non, c'était l'Acide, pardon. Et donc là, c'est un film en fait qui se déroule dans une époque qui est un peu la nôtre. Sauf qu'il y a même si c'est un petit peu dystopique façon flow, je dirais. Un peu la nôtre, je veux dire. Il y a un côté un peu film d'anticipation. Il y a une guerre nucléaire en fait, voilà. mais bon, nous on n'est pas très loin de la guerre nucléaire. Ah ben non, ne dis pas ça, s'il te plaît. J'espère pas. Et en fait, on suit 4 akens de pissenlit. Vous savez, c'est ces petits machins qu'on souffle dessus quand on. Oui, les akens, en fait, c'est effectivement les tiges avec les branches duveteuses qu'il y a sur chaque pissenlit. Qui s'envolent. Et voilà, et qui s'envolent pour perpétrer comme ça. L'espèce du pissenlit. Et en fait, ces akens s'enfuient du monde et va dans l'espace, c'est très marrant. Hein. Oui, c'est très bien fait. Ouais, souvent c'est surprenant, et passe dans un trou noir et arrive dans une autre dimension et tombe sur une planète de glace qui va peu à peu avoir des mutations. Et l'idée en fait, c'est que les 4 akens finissent par trouver un coin pour se planter et pouvoir perpétuer l'espèce. Alors le film, je trouve, Morgan, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que de tout ce qu'on a vu, je dirais que c'est le film le plus expérimental du festival. Je ne sais pas les autres, mais en tout cas celui-là était vraiment le plus expérimental. Voilà. En termes d'animation, moi j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire qu'il y a un mélange étrange quand même sur le papier. Voilà. Non, mais qui tient, c'est que en fait, il y a effectivement de l'animation, du photoréalisme. Parfois on se demande si c'est pas du filmé du vrai, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, il y a ça pour les insectes, il y a ça pour quelques végétaux, mais, et c'est ça qui est un peu étrange, il n'y a pas ça pour, on va dire, l'univers de manière générale qui est très onirique. Les akens de pissenlit sont photoréalistes, mais en même temps pas tout à fait. Enfin voilà, il y a comme ça, comme 2 principes d'animation qui, je sais pas si je peux dire principe, mais en tout cas 2 modalités de faire l'animation qui ont l'air antinomiques, mais qui en fait s'accordent, je trouve, plutôt harmonieusement entre eux, et qui donnent un film que moi j'ai trouvé assez unique en son genre. Et qui perpétue l'état de sidération sur 1h30, même si au bout de 50 minutes, je dirais que le film il s'empêtre un peu dans sa propre narration, parce que finalement on ne fait que répéter des situations d'échecs en fait pour advenir, et qui renouvelle un peu moins bien en fait au fur et à mesure, et c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, parce que bon, l'idée c'est surtout de sidérer visuellement, il faut aussi dire que c'est un film sans dialogue, il est muet, et c'est aussi pour ça que je parlais de flow tout à l'heure, c'est que c'est un peu le même principe où on a des petits cris, des borborigmes, on peut dire, qui sont censés permettre de comprendre les interactions entre les akens et leur rapport au monde où ils essaient sur lequel en tout cas ils essaient de s'implanter. Ça, dans Flow, c'était des bruits d'animaux, parce que c'était des animaux. Voilà. Là c'est des plantes. Il y a aussi des animaux, mais ils font pas les bruits qu'elle en s'entend, notamment Donc là, il y a des limaces qui font des bruits bizarres. La suspension d'incrédulité au cinéma, c'est de considérer que des akens de pissenlit puissent faire du bruit, et c'est très poétique comme et puissent survivre dans l'espace, ne pas se geler, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est la magie du cinéma. En tout cas, le film est agréable. Je crois qu'il sort à l'automne. Peut-être qu'on le retrouvera au César du meilleur film d'animation. Mais moi, je trouve ça, en tout cas, Morgane, que c'est très bien que des films comme ça existent. Enfin, je veux dire, c'est original. Ça montre autre chose aussi de l'environnement. Enfin, c'est assez fabuleux. Enfin, c'est un film très chlorophylle. Oui, et puis tu parlais de
de cinéma expérimental, mais aussi de cinéma biologique, je dirais. Il y a un rapport très de la biologie, parce que je pense d'ailleurs qu'à Momoko Saito, je crois que de base, elle a fait des études de biologie au Japon. On voit les plantes grandir, les plantes évoluer, et c'est fascinant parce que je trouve que le film Planète, en fait, il nous propose un autre regard sur la nature. Et quand je dis un autre regard, c'est de faire attention à des choses auxquelles on ne fait pas attention. Enfin, et là-dedans, je trouve qu'il y a une démarche qui est vraiment poétique. Et voilà, on a terminé avec ce 8e épisode de Rekameracane. On n'aura plus qu'un épisode à enregistrer. Oui, qu'on va sûrement enregistrer samedi matin. Jour du palmarès. Voilà, jour du palmarès. Donc en fait, ce sera l'épisode de conclusion de Cannes. Donc là, on enregistre, on est vendredi. On a fait le choix de ne pas voir de film parce que, on est rincé, et deux, on a dû faire des interviews. Vous en entendrez parler sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là... suite à cet épisode, pas sur les caméras les interviews, pardon. Voilà, non mais c'est ça. Non mais suite à cet épisode, on fera un dernier épisode enregistré samedi pour relater la journée du jeudi avec le Bigan, le Nadav Lapide, et il y a eu quoi d'autre? Ah voilà, merci, le Roustaï. Et en même temps, on conclura, je pense, cet épisode, Morgane, par une discussion un petit peu plus fleuve, un petit peu plus traditionnelle dans Arrêt Caméra sur ce qu'on a pensé globalement du festival. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé de ces thématiques? Est-ce qu'on a vu? Ou est-ce qu'on a vu des récurrences aussi? Et on donnera notre palmarès perso. En conclusion, pour voir si ça va coller avec celui de Binoche et son jury. Bon, voilà. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute. Bonne écoute.